Bonjour. Bonjour, bonjour.
J'entends 0-0. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. C'est une première pour nous, donc nous puissions faire ce conseil municipal en visio. Mais depuis le début de la crise, je pense que tous vous êtes habitués à avoir beaucoup de réunions de manière quotidienne en visio. Donc, vous êtes déjà familiers, même si c'est une première dans le cadre du conseil. Je profite aussi pour saluer toute la population, puisqu'il me semble que nous sommes sur Facebook et que cette réunion pourra être suivie par tous les administrés qui le souhaitent. Chers collègues, je vais d'abord procéder à l'appel. Je demanderai à chacun de pouvoir répondre lorsque je vais l'appeler. Abdul Maouandine Bernard. Présent. Actrice Jean-Marc. Monsieur le maire, présent. Actrice Jean-Marc. Présent. Plus fort. Présent. Présent, j'ai entendu présent. Angoston Solange. Angoston Solange. Présente. Présente également. Boulogne Patrick. Présente. Je crois qu'il est absent. Excusez. Bourguignon Jocelyne. Bourguignon Jocelyne. Ouvrez le micro. Bourguignon Jocelyne. Présente. Chico Eddy. J'ai la procuration de Chico et Sonia Taille-Pierre. Procuration Ouais. à Sonia Taille-Pierre. Claire Eva. Présente. Oui. Plus fort. Coquette Richard. Présente. Coudert Présent. Marie-Denise. Procuration Alice Marlène. Dardol Mengoto Ketty. Procuration Assili Rosemont. Delver Ketty. Delver Ketty. Delver Ketty. Bon, elle est absente. Dezac Philippe. Présent. Élise Marline. Présente. Frené Pierra. Présente. Guépois Laura. Présente. Jacques Époux Gérant Lucette. Présente. Jean-Noël Sarah. Présente. Cancel Christian. Cancel Christian. Cancel Christian. Absent. C'est absent. Kitavini Nicolette. Présente. Kitavini Nicolette. Présente. L'enclume Jean. Présent. Lolia Jacqueline. Présente. Lolia Sully. Présent. Losbar Guy. Présent. Luce Fabrice. Présent. Luce Nestor. Présent. Manchot Loïc. Présent. Nebor David. Rouillard Gilbert. Présent. Salibu Magali. Présente. Tilly Rosemont. Tilly Rosemont. Présent. Taille-Pierre Sonia. Présente. Turlet Gustave. Turlet Gustave. Turlet Gustave. Unimont Jocelyne. Présente. Et Villovar Jeanne, épouse-toi. Présente. Pardon? Le contraire, je crois. Il me semble. Oui. Ça donne combien? Monsieur Loba? Oui. Oui, j'écoute. Le quorum, c'est combien? Le Est-il atteint? quorum, c'est 18 et là, Pardon?
Le quorum, c'est 18 personnes, 18 élus. Et nous avons Plus fort, je ne vous entends pas ou alors j'ai un souci de micro. Nous avons largement atteint le quorum. OK. Donc, chers collègues, le quorum étant atteint, donc nous pouvons commencer notre réunion. Nous avons 14 points à l'ordre du jour. J'ai 2 observations à faire. Le premier, c'est que nous allons reporter le premier point, l'adoption du PV et le compte-rendu du conseil municipal de la séance du 18 décembre 2020. C'est parce que tous les collègues, vous n'avez pas reçu ce PV. Donc, c'est pour cela que nous n'allons pas en débattre concernant ce point-là. Première chose, et un premier point d'ordre, c'est-à-dire pour le vote aujourd'hui, plutôt que de demander à chaque fois qui est d'accord, nous allons procéder de la manière suivante. On va d'abord demander qui n'est pas d'accord et qui s'abstient. Et par déduction, le reste, c'est qui sont d'accord. Donc, ce principe. Donc, pour ces 2 observations, je mets aux voix, c'est-à-dire le report de l'adoption, premièrement, et deuxièmement, le principe du vote. Donc, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord plutôt? Donc, qui n'est pas d'accord? Richard Nebor, c'est ça? Ah, il demande la parole. Oui, Richard, pouvez demander la... Ouais. Je vais profiter aussi pour désigner, proposer secrétaire de séance et après, M. Nebor pourra prendre la parole. Un volontaire pour être secrétaire de séance. S'il n'y a pas de volontaire, je propose M. Nestor. Est-ce qu'il est d'accord? Pas d'objection, monsieur le maire. Merci, M. Nestor. Donc, M. Nebor. Monsieur Nebor, enfin, qui c'est qui gère pour donner la parole à Monsieur Nebor? Si, vous m'entendez là? Vas-y. Oui, donc j'ai souhaité intervenir parce que vous ne m'avez pas cité parmi la liste des élus présents à ce conseil. Ah. Donc Richard Nebor est présent. Désolé. OK. Donc, je procède au vote pour les 2 points que j'ai soulevés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Donc, nous allons procéder tel que prévu, tel qu'indiqué pour les votes, et nous n'allons pas traiter le point numéro 1. Par conséquent, on peut passer directement au point 2, rapport d'orientation budgétaire 2021. Je laisserai le soin d'abord à Mme Bourguignon de nous présenter ce rapport en tant qu'élu en charge donc, des finances de la ville. Ensuite, M. Delvert et Mme Bonneau feront une présentation et pour laisser une large place au débat. Donc, Mme Bourguignon, vous avez la parole. Madame Bourguignon? Madame Bourguignon n'est pas connectée. Bonjour, Dimitri Rabon. Je sais que Madame Bourguignon téléphone. Elle est connectée, mais pour l'instant, on n'a pas d'audio. On est en train de traiter le problème. Mais le problème qu'il y a, c'est que... Bon, ce que je propose, c'est que M. Delvert puisse enchaîner directement. Donc, M. Delvert. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais vous faire une présentation de l'analyse rétrospective un peu de la ville pour savoir un petit peu la tendance financière de la ville entre 2020 et puis sur les dernières années. Ensuite, Madame Bonneau, la directrice des projets, vous fera un petit topo sur les projets en cours. Donc, je vais vous partager l'écran, donc comme ça, vous pourrez voir un petit peu pendant mon intervention les différents slides.
Bien. Donc, juste pour rappel, donc on sait qu'on est actuellement, donc c'est la première étape du cycle budgétaire 2021. Donc, c'est-à-dire, donc on commence par le débat d'orientation budgétaire qui doit être acté 2 mois avant le vote du budget. C'est-à-dire que donc on se reverra très bientôt dans une dizaine de jours maximum pour pouvoir voter justement le budget 2021 de la ville. Ensuite, avant le 30 juin 2021, on aura le vote du compte administratif. Et si nécessaire, on aura le vote du budget supplémentaire avant la fin de l'année, avec la prise en compte des résultats du compte administratif. Et tout au long de l'année, jusqu'au 21 janvier 2022, on pourra voter des décisions modificatives, c'est-à-dire ce sont des situations qui modifient le budget en fonction du besoin. Alors, le contexte général de ce débat de rotation budgétaire, vous savez qu'en 2020, par rapport à la crise, on a eu un recul de produit intérieur brut à cause de la crise sanitaire, mais néanmoins, donc, le gouvernement a décidé de stabiliser les dotations. Et en ce qui concerne l'outre-mer, on a eu un plan de relance qui, en septembre, était de 1,5 milliard, qui a été abondé de 300 millions d'euros en décembre, donc pour atteindre 1,8 milliard d'euros sur la période 2021-2022. Un accord a été signé entre l'État et la Guadeloupe le 18 décembre 2020, donc c'est le premier. Et l'État, donc, au niveau de cet accord, l'État abonde le fonds à 135 millions d'euros et la région 70 millions d'euros, ce qui fait un plan de relance pour la Guadeloupe de 205 millions d'euros, ce qui permet de relancer l'économie, de soutenir les entreprises. Avec ces mesures, on a également au niveau du plan de la loi de finances 2021, on a également la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation. Avec, comme je l'avais dit l'année dernière, en 2021, on a 30% des ménages restants qui seront exonérés, 65% en 2022. Et en 2023, cette taxe sera complètement supprimée. Il faut savoir qu'également qu'en 2021, donc, la part de la taxe d'habitation au niveau du budget sera supprimée également. Elle sera remplacée par la part du foncier bâti du département. Bien, pour commencer l'analyse rétrospective de la ville, donc on va commencer sur l'endettement. L'endettement de la ville, elle a un encours aujourd'hui de 15 millions d'euros avec des frais financiers qui s'élèvent à 125 000 euros sur l'exercice 2021, 1er janvier. Comme vous savez, la ville a un encours de 4 emprunts aujourd'hui. Donc, on en a un à taux variable Euribor 6 mois qui est aujourd'hui un taux de 0,09%. On en a un c'est le COCARD qui va se terminer dans 2 ans et demi, mais qui n'a jamais pu être renégocié puisque l'AFD ne renégocie pas les contrats COCARD, donc à 5%. On en a un que la ville avait contracté, donc maintenant il y a 4 ans, il y a 5 ans, qui est à 2%, en 2 tranches, une tranche de 2%, une tranche de 1,6%, et le dernier de 9 millions d'euros à 0%. Quelques ratios pour pouvoir donner des indicateurs de la situation de la ville en termes d'endettement par rapport à sa strate démographique. Alors, en 2021, donc, quand on regarde au niveau de l'encours par habitant, la ville, elle a un encours de 559 euros par habitant, alors que la strate démographique est de 1 005 euros par habitant. 2018, pourquoi? Parce que l'État, les derniers chiffres qu'ils ont en leur possession pour pouvoir nous comparer par rapport à la strate démographique, c'est l'exercice 2018. Expliquez qu'est-ce que c'est que la strate démographique. Et ce sont les villes qui sont entre 20 000 et 40 000 habitants. Donc, une ville donc, de même population que la ville de Petit-Bourg. Et 2 fois plus habitants. Tout à fait. On a également l'annuité par habitant, c'est-à-dire la ville aujourd'hui a 1 200 000 euros d'annuité, c'est-à-dire ce qu'elle chaque année qu'elle a au niveau de son budget pour le remboursement de la dette. Donc, ça représente en 2021 à 57 euros par habitant, tandis que toujours pour la moyenne de la strate, on est à 133 euros par habitant en 2018. En ce qui concerne la capacité de désendettement, on a une légère dégradation en 2020 qui est liée au fait qu'on est utilisé, parce que c'est un ratio qui nécessite de prendre en compte l'épargne. Et on a dû utiliser notre épargne un petit peu plus en 2020 face à des dépenses imprévues, puisque, comme vous le savez, on a dû faire la réouverture des écoles avec un protocole sanitaire très strict. Et on a engagé également 1,5 million d'euros de travaux d'urgence dans les écoles entre juillet et août 2020. Donc, mais néanmoins, donc, cette capacité de désendettement reste toujours très correcte.
et elle est inférieure au taux prudentiel qui est de 12 ans de 12 années de désendettement. Donc, on est à 10 pour 2020. Comme vous le constatez, comme je vous ai dit, donc l'épargne, effectivement, en légère diminution. Et ce sera au niveau du budget 2021 qu'on fera en sorte justement de rétablir nos niveaux d'épargne. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, la ville maintient toujours cette dynamique et ne pas avoir ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que les dépenses supérieures aux recettes. Ce n'est pas évident à maintenir, mais les efforts de gestion font que pour le moment, donc, la ville y parvient. La dotation globale de fonctionnement, toujours relativement stable, avec 3 millions d'euros en 2020, donc ce qui représente 9% des dépenses, des recettes réelles de fonctionnement. Donc, c'est la principale dotation de l'État pour le budget d'une commune. La fiscalité, elle est stable depuis 2017. La volonté de la municipalité, justement, c'est de ne pas augmenter cette fiscalité. Malgré sa stabilité, donc avec l'effet base, on a un produit en 2020 qui est de 10 609 000 euros, ce qui représente 31% des recettes. Donc, c'est l'une des recettes principales de fonctionnement du budget de la ville. La deuxième recette, qui est l'une des plus significatives, c'est l'octroi de mer. Il faut savoir que l'octroi de mer actuellement est en pourparlers. Donc, la Commission européenne devrait statuer avant le juin 2020 pour pouvoir reconduire normalement pour 7 ans. C'est ce qui est en pourparlers. Et après la transposition en droit français, normalement d'ici la fin de l'année 2021. Actuellement, donc, pour les villes qui ont une strate démographique inférieure à 10 000 habitants, l'octroi de mer représente environ 48% de leur budget de fonctionnement. Et pour celles qui ont plus de 10 000 habitants, comme Petit-Bourg, ce qui représente environ 37% de leur recette de fonctionnement. Pour Petit-Bourg, c'est 36,39%, donc c'est quasiment ça, les 37%. On va passer maintenant aux dépenses, aux principales dépenses, et notamment les charges de personnel. Les charges de personnel, elles ont légèrement augmenté entre 2019 et 2020 pour atteindre 22 millions d'euros en 2020. Elles représentent 69% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce ratio, on peut également l'appliquer aux recettes réelles de fonctionnement, ce serait 66,5% des recettes. Donc, c'est un ratio qu'il faut faire en sorte de stabiliser. Au niveau du personnel, les effectifs sont relativement stabilisés. Donc, la ville compte 512 agents. Consolidé avec le CCAS et la Caisse des écoles, nous sommes à 567 agents. Comme vous pouvez le constater sur l'écran, donc on a 457 de catégorie C pour la ville, 34 de catégorie B et 21 de catégorie B. Les charges à caractère général, c'est-à-dire les charges courantes de la collectivité, elles représentent 6 millions d'euros en 2020, elles étaient à 6,44 en 2019. Ce delta il peut se traduire par le fait que pendant 1 mois et demi, à cause du confinement, que la ville n'a pas vraiment eu un fonctionnement en termes de dépenses qui se représente ici par rapport à 2019. Sinon, c'est toujours aux alentours de 20% des dépenses réelles de fonctionnement. Sinon, concernant l'investissement, on a, sur la période 2008 à 2020, on a toujours environ un volume de 70 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés. On sait que c'est normal en 2020, donc on a une diminution de ce ratio par rapport aux habitants des dépenses d'équipement du fait de la crise sanitaire. Donc, on est passé à 315 euros par habitant dépenses d'équipement. Mais néanmoins, la strate, par rapport à la strate démographique, si on prend une ville de la même taille de Petit-Bourg au niveau national, on est à 303 euros par habitant. Donc, 2021 sera l'année sur laquelle on va essayer de réamorcer correctement ce programme d'investissement qui a été justement mis un petit peu à mal par rapport à la crise sanitaire. Concernant les investissements en cours, donc je vais donner la parole à la directrice des projets qui va vous faire un petit topo rapide sur l'ensemble des projets en cours de la collectivité. Donc, Madame Bonneau, vous pouvez faire le partage d'écran. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez l'écran?
Vous pouvez poursuivre, Mme Bougnon. Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Parfait. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Dalbert. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur et Madame les élus. Je vais présenter le plus synthétiquement possible l'ensemble des projets qui sont… Alors, attendez, j'ai un souci. Alors, je suis désolée. Bon, on va faire comme ça, je crois. Mince, j'ai arrêté le partage. Voilà, donc vous devez voir l'écran et la page d'accueil. C'est bien ça? Alors, vous voyez sur cette cartographie l'ensemble des projets qui sont menés sur le territoire de Petit-Bourg. Ils correspondent en fait à la stratégie de développement territorial qui est menée par la ville, qui est à la fois de travailler sur l'une des orientations principales du PADD, du projet d'aménagement et de développement durable qui est développé dans le PLU, qui est donc de renforcer, de conforter le rôle du centre-bourg à l'échelle de la ville et du Nord-Basse-Terre, mais également d'équiper les quartiers et les sections comme de véritables pôles de vie en leur apportant un certain nombre d'équipements de proximité qui leur permettent de fonctionner de manière quotidienne. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette cartographie, une répartition des projets. Donc, les différents enjeux et les différents axes sur lesquels s'appuie la stratégie de développement territorial, c'est la reconquête du front de mer et l'ouverture sur le littoral. C'est les enjeux d'adaptation au changement climatique et aux risques naturels. On a plusieurs projets qui permettent de travailler sur cet axe-là. La revalorisation du bourg historique au travers de la requalification du tissu urbain, mais également du positionnement d'équipements structurants au sein de ce bourg. C'est le développement de nouveaux espaces urbains en appui sur des principes de développement durable et de protection et de mise en valeur des espaces naturels remarquables. Et enfin, comme je le disais, le développement des quartiers et des sections comme de véritables pôles de vie. Donc, voilà la liste un peu des projets. Donc, je n'ai même pas compté, c'est vrai qu'on doit être de l'ordre de 25 projets qui sont vraiment à des stades très différents d'avancement et plus ou moins contractualisés pour certains. Donc, je vais passer assez rapidement. Donc, le port de pêche, qui d'ailleurs est un projet déjà livré pour ce qui est de la zone technique depuis l'été 2019. C'est un projet à 5 millions d'euros avec une phase 2 à venir pour laquelle les réflexions sont actuellement en cours, mais les opérations n'ont pas encore réellement démarré et qui là, si on s'appuie sur l'estimation qui avait été faite par la SEM-SAMAR en 2017, s'évalue à 23 millions d'euros. Le projet d'aménagement du front littoral nord, donc de la place Sarraut jusqu'à Pointe-à-Bacchus. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des projets puisque vous les connaissez globalement. Là, l'objectif, en tout cas, c'est de permettre une qualification de l'aménagement littoral par l'aménagement de box commerciaux qui devraient accueillir des espaces de restauration et d'artisanat en espace de pilotis sur le front de mer. Donc, c'est un projet qui s'évalue à 5 382 000 euros hors taxes et qui, en termes de stade d'avancement, est au stade des études en attente de l'autorisation, notamment celle liée à la loi sur l'eau. Le projet du pavillon de la ville, donc, qui se situe en promontoire au-dessus justement de cet aménagement de la place Sarraut que vous voyez en contrebas sur l'image en bas à droite. Donc, le pavillon de la ville domine la mer et c'est un bâtiment en fait d'équipement, c'est un bâtiment public d'équipement lié à la culture de haute qualité, accueillant à terme des manifestations, des séminaires, des expositions et qui constituera la vitrine culturelle de la ville de Petit-Bourg. C'est un projet qui s'évalue à 4 500 000 euros hors taxes. En termes d'avancement, on en est à un stade toujours d'études, de projets de travaux démarrés. Le projet de résorption de l'habitat insalubre et de relocalisation des familles qui sont menacées par le risque d'effondrement de la falaise littorale, c'est un projet sur lequel la ville travaille en partenariat avec l'État depuis plusieurs années déjà. La SEM-SAMAR est mandataire de ce projet. L'objectif est de mettre en sécurité des familles qui ont été évalués à 40 logements occupés
dans les zones de Bovis et de Bel-Air, qu'il s'agit de relocaliser et de mettre hors risque. À terme, ces espaces qui seront libérés seront aménagés sans recevoir a priori de bâtiments, mais plutôt un aménagement d'espace public qui s'ouvrira sur le littoral. Les relocalisations qui sont proposées aux familles dans le cadre de ce projet sont aujourd'hui constituées par un programme de 14 logements qui se situent sur le secteur de Saint-Jean, sur lequel la ville, la Seine-Saint-Marc ont travaillé de concert avec la SPHLM pour proposer ce type de logement très particulier qui sont des PSLA. C'est un type de logement de location-accession qui permettent à ces familles de devenir propriétaires. On ne peut parler de ce programme de 14 PSLA qui sont localisés dans le secteur de Saint-Jean sans évoquer la question de l'écoquartier, qui constitue une orientation et d'aménagement et de programmation dans le PLU qui a été donc approuvé en 2019, sur lequel il n'y a pas encore d'études ou de travaux qui soient démarrés réellement, mais une réflexion large qui est menée sur ce secteur-là pour pouvoir justement développer ce nouveau secteur en prolongement du centre-ville qui devrait accueillir des logements, des commerces, des équipements. C'est vraiment un morceau de ville, l'objectif de la création d'un véritable morceau de ville en prolongement du centre-bourg. Le projet de restructuration urbaine du bourg, qui là aussi fait l'objet d'un mandat qui a été confié à la Seine-Saint-Marc, l'objectif c'était de requalifier des espaces publics du centre-bourg dans l'objectif de revitaliser le cœur historique de la ville, au travers d'aménagements d'espaces publics tels que des voiries, des impasses qui permettent de connecter en voirie, mais également de l'aménagement de l'espace public autour notamment de la Ravine 11h, de la place de la mairie. Donc ça, ce sont différents projets qui sont à différents stades d'avancement, dont certains ont déjà été livrés. Donc voilà quelques images de ce projet, restructuration de la Ravine 11h. En accompagnement de ce projet, la ville a aussi mené tout un travail sur l'accessibilité multimodale du centre-ville dans l'objectif de faciliter les déplacements à tous les usagers et notamment les personnes à mobilité réduite et également de faciliter des déplacements doux multimodaux. Donc un projet, un coût d'opération de 1 750 000 € hors taxe. Le projet d'éclairage innovant dont l'objectif est de réduire la facture énergétique. Donc c'est un projet dont l'objectif est de remplacer les lanternes et les ampoules classiques par des lanternes LED. Donc, c'est un projet qui est en cours de finalisation et qui a permis de remplacer l'ensemble de l'éclairage par un éclairage LED. Donc, un coût d'opération à 7 76 900 000 € hors taxe. Le projet de mise en valeur ludique et sportive des espaces naturels de la Pointe à Bacchus. Donc ça, c'est un projet qui s'inscrit également dans la démarche globale de requalification et de dynamisation du centre-bourg, qui s'appuie en fait sur la mise en valeur des espaces naturels de Pointe à Bacchus qui se situent au nord du bourg historique et dont l'objectif est de travailler sur une valorisation réciproque entre ces espaces naturels et l'espace urbain de Pointe à Bacchus et de permettre une valorisation réciproque de ces deux espaces en permettant des liaisons plus fortes entre ces deux entités urbaines et naturelles, en travaillant sur l'aménagement d'espaces à vocation ludique et sportive, en développant des activités telles que la marche, la course, le VTT, le canoë-kayak sur ces espaces naturels, et tout en travaillant sur la mise en valeur écologique de ces espaces. Donc c'est un projet d'aménagement dont le coût d'opération s'évalue à 5 200 000 € hors taxe. Donc, vous avez ici une image du projet d'aménagement avec la valorisation et la création d'espaces de liaison, de voiries qui permettent de circuler sur l'ensemble du secteur. Avec le projet de développement d'initiation golfique sur la partie ouest du site, en collaboration avec le Conservatoire du Littoral. Le projet de restructuration du stade, donc, comme pôle sportif urbain et de cohésion sociale. Donc, le stade de Petit-Bourg est un équipement structurant à l'échelle de la commune, voire du Nord-Basse-Terre, mais un équipement vieillissant qu'il s'agit de restructurer.
Donc, l'objectif est de développer une vision qui servira les ambitions de la ville sur les 30 à 40 prochaines années. Aujourd'hui, en termes d'avancement, nous avons lancé une mission de programmation globale qui permet de définir le programme précis de l'ensemble des équipements qui seront prévus dans le cadre de cette restructuration. Actuellement, cette étude de programmation propose 3 scénarios sur lesquels il s'agit de valider l'un des 3 et a priori, ce serait le programme intermédiaire qui permet de requalifier et de réhabiliter l'ensemble des équipements existants, mais également d'avoir une offre renforcée, notamment orientée sur les pratiques libres et multi-usages. Donc, un coût d'opération a priori de 9 200 000 €. Le projet d'acquisition de matériel pour la gestion des échouages de sargasses, donc un projet qui est en cours de réalisation pour un coût d'opération de 530 000 € hors taxe. Projet de réhabilitation de la bibliothèque du bourg, donc c'est un projet qui est au stade où l'autorisation d'urbanisme a été accordée. On est à la phase pro, donc le lancement de la consultation des entreprises. Un projet qui s'évalue à 530 000 € hors taxe. La réhabilitation de la salle de Saint-Jean, en termes d'avancement, c'est un projet dont le chantier a démarré depuis le mois de février. C'est un chantier qui devrait se dérouler sur 5 mois et aboutir donc à la réhabilitation de cette salle avec l'extension grâce à un préau qui permettra d'offrir une surface ouverte en extension de la salle actuelle. Un projet de 316 000 € hors taxe. Le projet de restauration du clocher de l'église, donc ça c'est un projet qui arrive en cours de finalisation puisque nous avons la bénédiction du clocher qui interviendra mardi prochain avec la bénédiction par l'évêque de Guadeloupe. C'est un projet qui s'évalue à 380 000 € hors taxe. Réhabilitation de l'hôtel de police, un projet pour lequel il y a eu un travail qui a été réalisé en collaboration étroite avec les agents municipaux de la police. Donc, ce projet va donner lieu à l'élaboration d'un permis de construire. Et donc, en termes de coût d'opération, c'est un projet qui s'évalue à 700 000 € hors taxe. Projet de vidéoprotection, donc le principe de positionner des caméras de surveillance sur des différents endroits stratégiques du territoire de Petit-Bourg. C'est un projet qui est en cours de finalisation et qui s'évalue à 450 000 € hors taxe. Le projet de la reconstruction de l'école de la Lézarde, donc c'est un projet de démolition-reconstruction sur un terrain situé à proximité du site actuel. L'étude de programmation a été finalisée. Il s'agit à présent de lancer une mission de maîtrise d'œuvre. Le coût d'opération s'évalue à 10 500 000 € hors taxe. La restructuration de l'école Robert Fréty, donc l'école de Daubin. Là encore, en termes d'avancement, une étude de faisabilité a été réalisée avec 2 options possibles. Soit une réhabilitation, restructuration de l'espace existant pour un coût d'opération à 3 700 000 €, ou une seconde option non encore chiffrée qui proposerait une démolition globale et une reconstruction de l'école. La réhabilitation de l'ancien cinéma de Vernou Palace. Donc, l'objectif du projet est de réhabiliter ce bâtiment patrimonial et de doter le territoire de Vernou et de ce secteur de la Lézarde d'un équipement culturel ouvert aux associations et aux artistes. Donc, un coût d'opération qui s'élève à 2 350 000 €. La réhabilitation de la maison de quartier de Poirier. En termes d'avancement, donc le permis de construire est octroyé. Nous sommes à la veille de lancer la consultation des entreprises. Pour la réhabilitation, donc ce projet va se dérouler en 2 tranches. Une première tranche de réhabilitation du bâtiment qui s'élève à 195 000 € et une seconde tranche qui permettra de travailler sur l'aménagement extérieur qui s'élève à 339 000 € avec la réalisation d'une aire de jeu pour enfants. La réhabilitation de la maison de quartier de quartier de Carrère. Donc l'objectif est d'offrir un espace aux associations du quartier du secteur de Carrère. Donc c'est un coût d'opération qui s'élève à 520 000
€. La construction de la salle polyvalente de Tivoli. Donc là encore, l'objectif est de positionner dans ce secteur qui en est dépourvu actuellement d'équipements qui soient ouverts aux associations et aux habitants du quartier. Donc le permis de construire est accordé et là aussi, nous sommes à la veille de lancer la consultation des entreprises pour la réalisation de ce chantier qui devrait se dérouler en 12 mois. Un coût d'opération pour la construction du bâtiment, un coût d'opération qui s'élève à 700 000 €. La réhabilitation des plateaux sportifs de Blondes et Tivoli, qui là correspond à un projet qui devrait être inauguré à la fin du mois d'avril. Donc le plateau de Blondes et le plateau de Tivoli qui permettent la pratique de sports multiples, le football, le handball, le basket, le tennis, qui sont accompagnés d'une structure de street workout et de l'éclairage, alors qui existait déjà sur Blondes mais qui sera réalisé sur Tivoli. Un coût d'opération à 483 000 €. Et enfin, l'aménagement des berges de Lazare sur 2 sites particulièrement. Le premier au niveau de Diane, le second au niveau de Colin, où il s'agit d'accompagner ces espaces par des structures d'accueil, carbets d'accueil, poses de mobilier urbain et d'accompagner la fréquentation du public par ces aménagements. Un coût d'opération de 220 000 €. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse la parole à M. Delvert. Merci. Merci, Madame Bonneau, pour cette présentation complète des projets en cours de la ville. Maintenant, Monsieur le maire, vous avez la main. Merci, Monsieur Delvert. Merci, Madame Bonneau, pour cette présentation. Donc, comme vous avez pu voir, il était nécessaire que nous puissions faire le point sur ces différentes présentations, puisqu'il faut d'abord dire que la ville, pour pouvoir s'engager dans un plan pluriannuel d'investissement, il est nécessaire d'avoir une situation financière saine. Et vous avez pu voir les différents ratios en termes d'endettement, où on a un niveau d'endettement qui est quasiment moitié aux villes donc, de notre strate, tout en ayant un niveau d'investissement qui est supérieur aux villes de nos strates, donc qui montre que nous sommes dans cette dynamique. Effectivement, vous avez pu voir tout un ensemble de projets, aussi bien au niveau scolaire, au niveau sportif, au niveau économique, au niveau environnemental, en termes d'amélioration des logements, ce qui montre que la volonté de la ville d'avoir un développement global sur tous les secteurs. Et je crois que le schéma qu'a montré Mme Bonneau au début nous renseignait à ce niveau-là. Tous les projets ne sont pas au même stade. Il y a un certain nombre de projets qui seront quasiment livrés d'ici le mois d'avril, comme les plateaux sportifs de Tivoli et de Blondes. Il y a d'autres projets qui sont en cours, comme la réhabilitation de la ravine 11 heures. Il y a d'autres projets qui sont en train d'évoluer, comme concernant Vénégoirie, puisque la plateforme a été constituée. Donc aujourd'hui, c'est les DSP qu'il faut passer pour l'aménagement de la zone. Il y a des projets où il était nécessaire qu'on puisse renforcer donc, des études, comme c'est le cas du pavillon de la ville. Donc c'est un projet qui était déjà entamé, qui est totalement financé par le biais du FEDER et pour lesquels il a fallu revoir en termes donc, de plan d'études, mais qui, au cours de l'année 2021, va recommencer puisque pour tous ces projets, dans la majorité de ces projets qui bénéficient d'un financement européen ou dans le cadre du plan de relance, qui doivent être terminés en principe pour le 31 décembre 2022. Donc, je disais, il n'y a pas très longtemps, au niveau donc, du conseil municipal, que nous vivons une situation particulière où il y a une crise économique, une crise sanitaire, une crise sociale, une crise même, je dirais, sociétale. Mais en même temps, jamais il y a eu autant d'opportunités pour qu'il puisse y avoir des différents projets parce que qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse du gouvernement, il y a cette volonté que l'économie puisse redémarrer. Donc, c'est pour cela que vous entendez plan de relance européen, plan de relance État, plan de relance région. Donc, à charge pour nous d'avoir une situation financière saine, mais à charge pour nous surtout de pouvoir saisir les opportunités et s'inscrire dans cette dynamique de projet, ce qui a toujours été le cas donc, de la ville de Petit-Bourg et ce qui explique aussi donc, tous ces aménagements que nous avons pu faire depuis 2008 et que tous ces aménagements que nous allons
faire au cours de cette mandature. C'est plus d'une trentaine de projets qui sont initiés. En plus, cela va se croiser en quelque sorte avec des projets, soit l'initiative de la région, puisque vous savez qu'il y a l'aménagement de la plage de Viard. C'est 5 millions d'euros qui seront consacrés pour l'aménagement de la plage de Viard. Il y a des projets qui seront repris comme la piscine intercommunale. Donc, cela a été validé dans le PPI donc de la CNBT. Donc, les travaux pour la piscine vont reprendre dès cette année et sera livré fin 2022. Enfin, ceux qui habitent tout près ont pu voir qu'il y a déjà tout un ensemble d'éléments qui se mettent en place. Et puis, d'autres projets que nous sommes en train d'initier, comme vers nous, où hier, j'étais encore dans une réunion avec les services des fonds européens, où on pourra bénéficier donc, du FEADER. Il y a des projets pour lesquels que nous avions déjà eu l'occasion donc, de présenter, mais qui n'ont pas pu commencer parce qu'il fallait saisir des opportunités financières, comme le cas de la maison de Poirier. C'est un projet qui, logiquement, nous aurons déjà dû terminer, mais en fait, lorsqu'il y a des opportunités, si vous pouvez obtenir un financement à 80, voire 100%, plutôt que ce soit la ville qui puisse financer, donc même si on attend 6 mois, 1 an ou plus, mais cela permet toujours d'avoir cet aménagement et de soulager les finances donc, de la ville. Donc, voilà un peu ces éléments qui est dans cette dynamique de développement donc, de la ville, qui explique l'attractivité de la ville. Et lorsque les initiatives se font au niveau donc, de la collectivité, cela permet qu'il puisse y avoir donc, des initiatives privées parce que, comme Colin, on a pu voir, nous mettons en place les infrastructures, on met en place une volonté d'aménagement, une volonté de développement. Et puis, donc, il y a des porteurs privés qui viennent s'installer. Ce sera bientôt le cas sur la zone donc, de Rougeole, puisque sur la zone de Rougeole, nous allons pouvoir aménager en zone d'activité économique. Et là encore, nous avons une vingtaine de projets sûrs qui vont pouvoir se mettre en place tout au long donc, de ces prochains mois, de ces prochaines années. Et c'est pour ces raisons qu'au-delà donc, de notre volonté, et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'en tant que président donc, de la CNBT, il m'appartient de régler tous ces problèmes sur l'ensemble du territoire, puisque comme vous le savez, il y a un gros souci d'assainissement, puisque lorsqu'on passe au centre-bourg, à la rue Félix-Hébré, vous le voyez, la station d'épuration près de Sao ou encore au niveau donc, de Bellevue, ce sont donc des éléments qui ont été mal calibrés par rapport au développement ou encore qui n'ont pas été entretenus, qu'il s'agisse du SIAC, de la CNBT ou ailleurs. Mais aujourd'hui, que j'ai en charge ces différents dossiers, nous avons déjà pu prendre des mesures parce que dans un premier temps, il faut réparer ces pompes pour permettre qu'il y ait une circulation normale. Et ensuite, il faut réparer la station d'épuration. La station d'épuration donc de Petit-Bourg, c'est plus d'1 100 000 € qu'il va falloir consacrer. Et pour l'ensemble des pompes sur le territoire du Nord-Bas-Terre, qui permettra de régler ce problème, c'est plus d'1 million d'euros. Et sur l'ensemble du Nord-Bas-Terre, c'est 15, en termes, rien que pour cette compétence investissement, c'est 15 millions d'euros qu'il va falloir investir. En plus, il faut aller vite, d'autant plus qu'à partir du mois de septembre, comme vous savez qu'il va y avoir le syndicat unique. Donc, vaut mieux que les choses soient traitées aujourd'hui plutôt qu'ils soient globalisés par la suite dans le cadre donc, du SMO. Donc, là aussi, c'est une priorité des priorités au niveau de la CNBT, mais qui a une conséquence sur le territoire. Et toujours dans cette stratégie donc, financière, pour le financement donc, en termes d'assainissement, nous avons pu obtenir des financements jusqu'à 80%, voire 90%. Et ma très grande joie, c'est que la semaine dernière, on a pu obtenir pour l'assainissement plus de 2,7 millions financés à 100%, donc qui va nous permettre d'accélérer sur ces travaux. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, cela pose problème, mais comme j'ai eu l'occasion donc de le dire, dans les mois, dans les semaines à venir, ces éléments seront réglés et en attendant, on ne peut faire que de l'hydrocurage parce que pour éviter que la population soit trop pénalisée. Et c'est important aussi l'assainissement parce que cela pénalise le développement. Il y a certaines entreprises qui voulaient s'installer sur ce territoire et pour lesquelles nous sommes obligés de suspendre ou de surseoir ou de retarder les permis parce qu'ils ne pourront pas
en termes d'aménagement, cela va encore renforcer les difficultés, compliquer les difficultés, le problème existant. Donc, il est important, au-delà donc, des projets donc, sur le territoire, que vous ayez cette vision donc, des choses. Donc, après ces présentations, donc, le débat est libre et il appartient donc à chaque élu de pouvoir s'exprimer, ou s'il y a des éléments d'information, l'ensemble des directeurs, des techniciens sont là pour apporter toutes les précisions nécessaires. Donc, le débat est ouvert. Monsieur Abdul. Allez-y. Monsieur le maire, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Monsieur le maire, bonsoir. Monsieur les conseillers municipaux, bonjour, bonsoir. Les encadrants administratifs et techniques, bon, je reviens sur les propos que vous avez évoqués tout de suite concernant l'assainissement. Je crois savoir qu'effectivement, vous avez raison sur ce point. L'assainissement est un problème crucial concernant le développement à venir des projets sur Petit-Bourg. Je crois avoir entendu que vous chiffriez à 1,8 million des travaux sur la station d'épuration. Vous m'entendez bien, monsieur le maire? Non, c'est assuré. Vous m'entendez bien? Non, non, c'est très assuré. Oui. Je ne sais ouais, pas. On dirait que ça passe mieux là. Vous m'entendez? Hein? Oui. Est-ce que quelqu'un peut me répondre, M. Topol? Oui. Donc là, ça passe. Est-ce que tu peux reprendre la question? D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Oui, je revenais sur... Bon, je vais tenter de me rappeler. Je revenais sur vos propos. Oui, alors la question, j'y venais concernant... Ça va mieux. Très bien. Je crois que vous avez chiffré à 1,8 million les travaux concernant la station d'épuration, c'est ça? 1,1 million. Et je crois refuse, c'est saccadé. Bon, écoutez, ça n'est pas... J'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Je crois que c'est très... 1,1 million. D'accord. Une suggestion, monsieur le maire, parce que je contre ce problème d'assainissement, donc je crois que vous avez raison d'avoir prêt que nous aurons toujours un problème de développement et les permis ne seront pas accordés. Monsieur le maire, je crois que vous m'entendez mal. Et monsieur... Oui, oui, ça va, mais j'entends là maintenant. J'avais une suggestion et pas une... J'avais une suggestion concernant l'assainissement et pas une question, monsieur le maire, puisque je crois que sur ce point, vous avez raison. Le développement de Petit-Bourg est intimement lié à l'assainissement et aujourd'hui, nous avons chiffré à 1,1 million les réparations de la station d'épuration. Nous sommes à Petit-Bourg, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'espace, une gestion. Est-ce que nous pourrions remplacer différentes stations d'épuration à venir pour favoriser et permettre que les permis de construire soient accordés par l'ADEAL? Est-ce que nous pourrions favoriser les projets de développement en construction avec des assainissements par lagunage? Par lagunage. Par lagunage. Comme nous avons des espaces disponibles éventuellement. En fait, de foncier. Est-ce que nous pourrions imaginer de l'assainissement par lagunage de manière de développement écologique? En fait, j'ai pas, comme c'était saccadé, aujourd'hui,
c'est une compétence au niveau de la CNBT et la priorité, puisque comme nous sommes à Petit-Bourg, j'ai évoqué le cas de Petit-Bourg, mais c'est également le souci au niveau donc, de Sainte-Rose, du Lamentin, enfin pratiquement toutes les communes. Il y a qu'à voir cette semaine, c'était le cas Sainte-Rose, mais juste la semaine dernière, en plein bout de Prête-Noire, ça a également explosé avec tous ces dégâts. Donc, il est nécessaire que nous puissions reprendre un certain nombre d'investissements existants, comme la station d'épuration. En plus, c'est d'autant plus pénalisant qu'on avait annoncé que c'était assez révolutionnaire comme technologie et on voit quelles sont les conséquences aujourd'hui. Également, mettre en place des différentes stations sur le territoire et après, utiliser toutes les formes, c'est-à-dire pour que nous puissions, mais là, les éléments que vous évoquez, c'est plus sur les nouvelles stations, c'est sûr, les éléments qu'on va pouvoir en termes d'aménagement, d'autant plus que le territoire du Nord-Bastère, on veut que ça soit un territoire de haute qualité environnementale. Donc, sur les stations existantes, aujourd'hui, il est nécessaire d'aller vite et soit de remplacer ou de réparer les pompes. Sur les constructions de nouvelles stations, il faudrait que nous puissions mettre en place toutes les technologies nécessaires, mais qui soient en parfaite adéquation avec notre objectif de haute qualité environnementale. Merci, monsieur le maire. J'ai suivi la suggestion de monsieur Luce qui me suggérait de couper la vidéo pour augmenter la bande passante. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, ça va. Ça va mieux là. Merci, monsieur Luce, pour cette suggestion. Oui, monsieur le maire, j'ai entendu qu'effectivement, votre réponse, merci de me l'avoir apportée concernant les projets à venir. Et concernant le lagunage, je pense qu'il y a peut-être matière à réfléchir sur des stations d'épuration. Enfin, l'épuration de l'assainissement par lagunage serait déjà beaucoup plus écologique et puis, bien sûr, qui demanderait une part de foncier plus importante, peut-être écologie. J'ai une question également pour Madame Virginie Bonneau concernant l'aménagement et le développement, concernant Bovis et la relocalisation des habitants de Bovis par le fait qu'il y ait danger dû aux éboulements et à la situation géographique en bordure de falaise. J'ai cru comprendre qu'elle nous expliquait que cette relocalisation des habitants se ferait, et d'ailleurs c'est une chose qui est en cours depuis quelques années, mais qu'à la place de ces habitations, il y aurait des espaces publics. J'aurais dit qu'il y a espace public, ça veut dire qu'il y a quand même une fréquentation publique de ces lieux. Cela veut dire que forcément des aménagements seront faits et pouvons-nous en ce sens-là sécuriser les lieux tout en laissant les habitants? C'est une question. Ma deux, c'est escalage des 25 escalages de ces projets par rapport aux écoles, par rapport à la culture et par rapport au sport. Parce que de mémoire, par rapport à son exposé, il y avait à peu près 10 millions pour l'école de la Lézarde et 1 million ou 3 millions 7 pour l'école Fréty. J'aurais aimé avoir les chiffres en pourcentage sur les 25 projets, qu'est-ce qu'ils représentent en cours. Je sais que c'est désagréable. C'est assez compliqué de pouvoir comprendre puisque c'est très saccadé. Est-ce que dans le patch de discussion, il ne pourrait pas y avoir ces questions? Et comme ça, on va pouvoir y répondre. D'accord? Monsieur Nebo? D'accord.
Qui c'est qui demande là? Monsieur Nebo? Monsieur Nebo? Allez-y. Donc, je demandais à Monsieur Abdul s'il pouvait écrire et comme ça, donc les questions seront écrites et on va pouvoir y répondre. Monsieur Nebo, Richard. Monsieur Nebo? Oui, c'est une erreur, c'est une erreur. Ah, d'accord, OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je propose qu'on puisse, même en cours de conseil, qu'on puisse revenir sur les questions qu'a posées M. Abdul. D'accord? Dès lors qu'on va les recevoir par écrit. Parce que comme il s'agit, le premier point, c'est un débat, il n'y a pas donc de vote. Donc, on peut toujours y revenir par la suite. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce premier point? S'il n'y a pas d'autres interventions, suite à la présentation de M. Delvert et Mme Bonneau, et les échanges le peu d'échanges qu'on a eu, donc je vais passer au point suivant et je précise qu'on va revenir sur les questions qu'avait posées M. Abdul, puisque comme on n'arrivait pas à comprendre, qu'il puisse les poser par écrit. Donc, point suivant, vente de parcelles communales cadastrées AM 358, 6 rue Volsivasta, au profit de M. Christian Lubineau. Je demande à M. Nebo David de nous présenter ce point-là. Bonsoir, chers collègues. S'agissant de ce point à l'ordre du jour, il s'agit bien entendu Oui, bonsoir, excusez-moi, vous m'entendez maintenant, hein? Très bien, je disais que il s'agit de la régularisation de l'installation de M. Christian Lubineau, qui est installé sur ce terrain communal depuis plus d'une trentaine d'années. Et nous sommes toujours dans la procédure consistant à régulariser ces occupations foncières. Monsieur Christian Lubineau occupe une parcelle cadastrée AM 358 d'une superficie de 218 mètres carrés. 218 mètres carrés qui ont été évalués par les services des domaines pour un montant de 9 810 €. Cependant, nous restons dans le principe d'une réduction de ce montant-là pour des questions sociales, puisque bon, on a une histoire du foncier dans le centre-bourg et la ville a retenu ce montant de 25,92 € pour pouvoir vendre le mètre carré des parcelles dans le centre-bourg. Donc, cette parcelle sera vendue pour le montant de 5 656,56 € hors droits et taxes. Bien entendu, les frais de notaire et de bornage sont à la charge de l'acquéreur, ainsi que les taxes de publicité foncière. Donc, nous sommes appelés à nous prononcer sur cette vente. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues, pour ce vote unanime. Point suivant, maintien de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrain
devenus constructibles sur le territoire communal. Toujours, M. Nebo. Alors, nous avons donc adopté en 2018, en 2019, le plan local d'urbanisme qui a ouvert de nouvelles surfaces à l'urbanisme pour le développement du territoire et ainsi pour recevoir aussi des nouvelles familles au-delà des projets économiques, des projets de création d'activités économiques et d'emploi. Cependant, tous ces terrains sont susceptibles d'être viabilisés. La législation française, pour participer à ce financement, a donné la possibilité aux communes d'instituer la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles. Cette taxe était déjà établie sur le territoire de Petit-Bourg, mais dans la mesure où nous avons changé de document de planification, nous n'en sommes plus au plan d'occupation des sols. Nous sommes aujourd'hui régis par le plan local d'urbanisme. Donc, nous allons ce soir reconfirmer le maintien de la taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux des terrains devenus constructibles. Alors, il faut savoir que cette taxe a un taux de 10% et qui s'applique sur la plus-value réalisée lors de la première cession, seulement la première cession, ou à défaut du prix d'acquisition sur 2/3 du prix de cession. Toutes les ventes, du moins toutes les cessions, toutes les transactions ne sont pas soumises à la taxe, sont donc concernées les ventes, les expropriations, malgré leur caractère de vente forcée, les échanges de terrain, et ainsi bien que les apports en société. Voilà en ce qui concerne l'instauration, pas l'instauration, mais du moins le maintien de la taxe sur les terrains devenus constructibles. Merci. Merci, M. Nebo. Y a-t-il des questions, des observations? S'il n'y a pas de questions, pas d'observations, donc je mets au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Le point suivant, transfert de maîtrise d'ouvrage au Conseil régional de la Guadeloupe dans le cadre de l'aménagement d'une portion du chemin Marcel de Rénal. Je demanderai aux collègues l'enclume qui est en charge la voirie, donc la commission voirie au niveau de la ville, la délégation, de nous présenter donc ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous. Vous m'entendez, Monsieur le maire? Oui, vas-y. Transfert de maîtrise d'ouvrage au Conseil régional de la Guadeloupe dans le cadre de l'aménagement d'une portion du chemin Marcel de Rénal. Monsieur le maire rappelle que le président du Conseil régional a souhaité améliorer l'accès du siège de Guadeloupe Formation en cours de réhabilitation. Il s'agit ainsi d'améliorer l'accessibilité de l'établissement pour les pompiers d'une part, de renforcer la sécurisation de la porte du devant d'autre part. Ces travaux présentent un intérêt régional. À cet effet, la collectivité régionale sollicite la commune pour le transfert de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de ces travaux. Ce transfert devra se matérialiser par la signature d'une convention. Les travaux sont évalués à 1 455 897,30 €, toutes taxes comprises, dont travaux d'accotement 752 067,14 €, toutes taxes comprises, réseau eau 107 462,74 €,
TTC, mise en œuvre de produits bitumineux 596 367,42 € TTC. Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur ce transfert de maîtrise d'ouvrage au conseil régional dans le cadre de l'aménagement d'une portion du chemin Marcel de Rinal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? S'il n'y a pas de questions, pas d'observations, donc je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues, pour ce vote unanime. Ensuite, point 6, modification du plan de financement de l'opération intitulée « Favoriser l'accessibilité multimodale du centre-bourg, piéton, PMR, vélo ». Donc, je demanderai à Madame Gérant de nous présenter ce rapport. C'est l'élu en charge donc, de cette commission. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à tous. Alors, modification du plan de financement de l'opération intitulée « Favoriser l'accessibilité multimodale du centre-bourg ». Par délibération 2020-08-21-084, en date du 18 décembre 2020, la ville adoptait le plan de financement de l'opération intitulée « Favoriser l'accessibilité multimodale du centre-bourg pour les piétons, les personnes à mobilité réduite et les vélos ». Afin de consolider l'attribution des subventions et tenir compte des remarques des services instructeurs des fonds européens à la date du 4 mars 2021, il convient de modifier le plan de financement prévisionnel. Il est proposé au conseil municipal la modification du plan de financement prévisionnel tel indiqué ci-dessous, prenant en compte une réévaluation de la participation du FEDER. Suivant cet exposé, Monsieur le maire propose au conseil municipal, article 1, d'adopter le plan de financement actualisé suivant. Avec pour financeur donc la ville de Petit-Bourg qui apporte 100 000 € pour un taux de 5,71%. La subvention du FEDER, 1 350 000 € pour un taux de 77,14%. Pour finir avec la région de 300 000 € à un taux de 17,14%. Le total de cette recette est de 1 750 000 €, ce qui nous ramène à 100%. Article 2. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager toute démarche et signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération. Article 3. De charger Monsieur le maire d'exécuter la présente délibération qui sera transmise à Monsieur le préfet de la région Guadeloupe. Merci. Merci, Madame Gérant. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. Donc, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Point suivant, autorisation spéciale d'absence pour événements familiaux. Je demanderai au collègue Solange Angoston, qui est en charge de tout ce qui est délégation publique, de pouvoir nous présenter ce rapport. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, chers collègues. Bonsoir également aux administrés qui sont sur le Facebook Live de la ville. Je vais donc vous présenter ce rapport. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il existe des autorisations spéciales d'absence qui s'imposent à l'autorité territoriale, telles que les absences pour l'exercice de mandats syndicaux. Ainsi, mais aussi, il existe des autorisations spéciales d'absence pour motifs familiaux et qui sont laissées à l'appréciation des pouvoirs publics.
En l'absence d'application, il appartient donc aux collectivités locales de délibérer après l'avis du CT, le comité technique, sur leur propre régime d'autorisation d'absence, par référence aux circulaires ministérielles et aux règles coutumières des administrations qui en découlent. Donc, ce sont c'est l'autorité qui va définir les conditions d'attribution et la durée. Il s'ensuit que ce congé exceptionnel, donc ça peut être refusé par l'autorité territoriale pour des motifs circonstanciés tenant au fonctionnement normal du service. L'octroi d'une autorisation d'absence ne constitue donc pas un droit pour les intéressés. Alors, l'attribution d'autorisation d'absence dans ce cadre, ça va maintenir l'agent en position d'activité, ce qui emporte les conséquences juridiques suivantes. L'absence est considérée comme un service accompli, notamment en matière d'avancement, de stage ou de rémunération. La durée de l'autorisation d'absence n'est pas imputée sur les droits à congé annuels et l'agent est placé en situation régulière d'absence. Donc, ce qu'il faut noter également, que l'octroi d'une autorisation d'absence est lié à la condition d'activité. Donc, les autorisations d'absence n'ont lieu d'être accordées que dans la mesure où l'agent aurait dû exercer ses fonctions durant la circonstance. Donc, ce qui nous montre bien que les autorisations d'absence sont accordées au moment de l'événement et ne peuvent ni être reportées, ni attribuées pendant un congé annuel, ni être récupérées. Toutefois, ces congés, ça peut être attribué autant de fois que l'agent le sollicite et qu'il le justifie. Qui sont les bénéficiaires? Donc, ce sont les agents en activité, les agents titulaires, les agents stagiaires, les non titulaires également, et les agents de droit privé conformément au droit du travail. Une note va venir décliner la mise en œuvre de ce dispositif, la procédure relative à l'obtention de ces jours spéciaux, ainsi que les pièces justificatives à fournir. Donc, le CT s'étant prononcé le 29 janvier 2021 et a émis un avis favorable. Monsieur le maire nous demande donc de bien vouloir approuver ces nouvelles dispositions et de l'autoriser à signer tous les actes découlant de la présente délibération. Donc, en annexe, nous avons également une circulaire concernant justement toutes ces autorisations et les jours qui s'y rapportent. Voilà pour ce qui est de ce rapport. Merci, Madame Augustin. Donc, s'il n'y a pas d'observation ou pas concernant donc, ce rapport, donc je vais mettre aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Avant de passer au point suivant, compte rendu donc, du maire au conseil, je voudrais juste dire qu'on a reçu par écrit donc, les questions et observations donc, de M. Abdoul. Donc, le premier point, c'est une suggestion où il demande si on ne pourrait pas utiliser la technique donc, du lagunage au niveau pour l'assainissement. Mais comme j'expliquais, c'est une compétence au niveau donc, de la CNBT. Nous ferons, enfin, je ferai le point. Et d'ailleurs, comme M. Abdoul même est au niveau donc, de la CNBT, donc je l'inviterai à participer à la commission assainissement avec M. Luizy de manière à apporter beaucoup plus de précision sur cette technique. Il faut rappeler que c'est une technique, et comme il a dit, qui demande beaucoup de foncier puisque c'est un système de plusieurs bassins de décantation avec un certain nombre de bactéries dans les bassins pour permettre que l'assainissement puisse se faire. Deuxième point qu'il évoquait également, c'était concernant la zone de Bovis et le fait que nous puissions faire on relocalise les personnes à Saint-Jean. Donc, ce qu'il se demandait, c'est que si les gens ne pouvaient pas habiter à Bovis, pourquoi on va réaménager? Mais en fait, ce n'est pas un réaménagement pour qu'il puisse y avoir des logements, du sommeil, comme cela se dit dans les textes. C'est juste un aménagement pour conforter les berges et arrêter en quelque sorte l'érosion, mais il ne peut pas y avoir à nouveau donc, des constructions et qu'on puisse y habiter donc, dans ces zones. Sinon, cela ne serait pas utile de les relocaliser au niveau donc, de Saint-Jean. Sinon, il posait la question sur quel est le pourcentage des investissements en sport et en école par rapport au volume d'investissement. Donc là, c'est un calcul qui sera fait sur la somme des investissements et puis le montant des investissements en école. Donc,
je pense par écrit, on pourra lui communiquer tous ces éléments. Et sinon, il posait la question aussi combien de projets qui sont traités par la SEM Samar. Mais là aussi, donc, sur une trentaine de projets, je crois qu'il y a 4 ou 5 projets qui concernent la SEM Samar. Donc là aussi, les vérifications seront faites et il pourra donc les recevoir. Donc, sinon, on continue le point 8. Compte rendu du maire aux membres du conseil relatif au marché et conventions signées dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée, liste des marchés signés en dessous du seuil de procédure, liste des conventions. Donc, comme vous le savez, comme dans toute collectivité, le conseil municipal donne délégation au maire pour la signature de marché de tout un ensemble d'actes administratifs. Et là, donc, vous avez reçu le rapport. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Mais sinon, comme j'avais eu l'occasion de le dire, c'est une obligation. Il y a le recueil des actes administratifs, indépendamment donc des actes dans le cadre de la délégation. Tous les actes administratifs, tout élu est en possibilité, en situation de pouvoir les consulter. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc je mets au voix, il faut un vote. Donc, je mets au voix. C'est une information, donc ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un vote. Ensuite, point 9. Participation de la ville de Petit-Bourg au financement et au suivi du dispositif SAMU social initié par la Croix-Rouge française. Je demanderai au collègue Jocelyne Nimon, en charge donc, du CECAS et de l'action sociale, de nous présenter ce rapport. Et bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Participation de la ville de Petit-Bourg au financement et au suivi du dispositif SAMU social initié par la Croix-Rouge française. Depuis de nombreuses années, la ville de Petit-Bourg, à travers son centre communal d'action sociale, CCAS, est un des partenaires de l'équipe mobile d'intervention sociale, EMIS, et des maraudes sociales portées par la Croix-Rouge française. Ce dispositif mobile d'intervention sociale joue un rôle important dans l'identification des personnes sans domicile fixe et en situation d'errance, dans la création et le maintien du lien social et leur accompagnement social. En allant vers ces personnes, les EMIS sont devenus le premier maillon de la veille sociale sur le territoire guadeloupéen et plus singulièrement sur le territoire de Petit-Bourg. Face à la recrudescence de ce phénomène, ainsi qu'à l'insuffisance de moyens pour mener à bien sa mission, la Croix-Rouge française a encouragé ses partenaires à créer un SAMU social dont les prérogatives, mais surtout les moyens d'intervention sont plus importants. La Croix-Rouge française, association d'utilité publique, membre de la Fédération nationale des SAMU sociaux, est le premier opérateur du SAMU social en France, demeurera l'opérateur principal de ce dispositif. C'est ainsi que différentes séances de travail, de concertation, ont pu réunir ces deux principaux partenaires qui sont l'État et le Conseil départemental, mais également l'Agence régionale de santé ARS, la communauté d'agglomération de Cap Excellence, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, la CARL, la ville de Petit-Bourg et la ville du Moule pour mener à bien ce projet. Le projet de convention présente les contours de la mission de la Croix-Rouge dans le cadre du SAMU social, ainsi que les participations attendues de chacun des partenaires. Le conseil départemental, au titre de la stratégie pauvreté, et sur la base d'un cofinancement à part égale avec l'État, 300 000 €, l'ARS, 145 000 €, la DJSCS, 96 128 €, notamment sous la forme de financement de postes d'adultes relais. Cap Excellence, 54 000 €, la CARL, 25 000 €, la commune du Moule, 10 000 €, la commune de Petit-Bourg, 10 000 €, global de l'action, 640 128 €. Ceci exposé, il est demandé aux conseillers municipaux d'approuver la convention
relative à la création, au fonctionnement et au financement du SAMU social de la Guadeloupe, d'autoriser le maire à signer la dite convention, d'approuver la participation financière de la ville de Petit-Bourg à hauteur de 10 000 € et d'inscrire les crédits au budget primitif. Merci, Madame Unimont. Donc, effectivement, c'est un dispositif très utile. Et je crois que nous sommes 3 ou 4 villes ayant signé ce dispositif avec le département et le PCI Cap Excellence, effectivement. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je mets au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Point 10, mise en place du déploiement de télétravail au sein de la commune de Petit-Bourg et de ses satellites, Caisse des écoles, CECAS. Je demanderai à M. Nestor Luce, qui est membre du CTP, du comité technique, de nous présenter donc ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir aux administratifs, à la population à l'écoute de ce conseil municipal. Donc, le rapport qui m'est demandé de présenter concerne, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, le déploiement du télétravail au sein de la ville et de ses établissements publics, la Caisse des écoles et le CCAS. Alors, comme vous le savez, le télétravail est un mode d'organisation de travail dont l'objectif est de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle. Donc, c'est le décret du 11 février 2016 qui détermine ces conditions d'exercice. Donc, alors, il est précisé que sont exclus deux autres modes d'organisation dont on parle de plus en plus, qui est le travail nomade et le travail en réseau. Donc, alors, conformément à la loi du 12 mars 2012, qui fixe les principes qui régissent le télétravail dans la fonction publique, le télétravail désigne toute forme d'organisation de travail dans laquelle les fonctions qui ont pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant des technologies de l'information et de la communication. Donc, l'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Il peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixés au cours de la semaine ou du mois, ainsi que l'attribution de volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an, dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés. Donc, un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. La quantité de fonctions pouvant être exercée sous forme de télétravail ne peut être supérieure à 3 jours par semaine ou à 12 jours par mois. Le temps de présence sur les lieux d'affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine ou à 8 jours par mois. Donc, par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 3 jours par semaine dans les cas suivants. Donc, vous avez reçu le rapport, chers collègues. Donc, vous avez les cas, effectivement, où ces fonctions pourront être exercées sous forme de télétravail pas plus de 3 jours par semaine. Donc, alors, il faut préciser que cette question a été abordée par le CT, je crois, le 29 janvier 2021, qui a donné un avis favorable. Donc, il nous est demandé, chers collègues, de valider la démarche et permettre au maire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre, la mise en œuvre du télétravail au sein de la ville et de ses établissements publics. Alors, vous avez également tous les articles de la charte. Donc, je ne peux pas donner lecture parce que c'est assez long. Mais enfin, bon, ça concerne l'article 1, les activités éligibles au télétravail, les agents éligibles au télétravail, la candidature au télétravail, les durées d'autorisation de télétravail, la quantité de temps au télétravail, l'obligation de servir et respecter les nécessités de service, le respect des règles d'utilisation des systèmes de formation, la mise à disposition du matériel ou d'équipement à télétravailler, le maintien des droits et obligations des fonctionnaires, le droit d'exercice du télétravail et des horaires de télétravail, le droit à la déconnexion, la périodicité d'adaptation et de réversibilité, l'accompagnement suivi des télétravailleurs et leurs supérieurs hiérarchiques directs, les accidents de travail et arrêt maladie, l'assistance technique, les assurances, les dépenses prises en charge par la collectivité, les instances de suivi de pilotage, les situations de télétravail résultant d'éducation médicale, les modalités de contrôle
évaluation du télétravailleur, les recours du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. Bref, tout est prévu effectivement dans la charte. Donc, il nous est demandé de nous prononcer sur la mise en place de ce télétravail au sein de la ville de Petit-Bourg. Merci. Alors, je suis à votre disposition pour toute question et également Mme Tatiana Leuch, qui a également en charge ce dossier au sein de la collectivité. Oui, elle est connectée. Merci, M. Luce, pour la clarté de cette présentation. On voit que vous maîtrisez parfaitement ce domaine et les explications étaient très claires. Y a-t-il donc des questions? D'autant plus que, effectivement, Covid oblige, de plus en plus, nous intensifions le télétravail et de plus en plus, il y a donc des services qui fonctionnent en télétravail. A-t-il des questions, des observations? Donc, sinon, je mets aux voix et je rappelle que le CT s'est déjà prononcé de manière favorable. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Point 11, modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Monsieur Desbords. Merci, Monsieur le maire. Nous revenons au sujet du PLU. On se souvient donc qu'il a été approuvé par délibération en février 2019, mais que ce document a fait l'objet d'une décision du tribunal administratif d'annulation partielle, notamment en ce qui concerne les surfaces qui étaient réservées au projet de golf. Donc, il appartient à la collectivité de procéder à une modification de ce document pour la mettre en cohérence avec la décision du tribunal administratif. Cette procédure de modification vise à faire évoluer le document conformément donc au jugement du 9 mars 2020 et aussi à supprimer l'emplacement réservé numéro 14 du plan local d'urbanisme. Alors, nous aurons à nous prononcer sur cette opération consistant à reverser 33 hectares qui étaient classés en zone 1 AUG et 72 hectares en zone 2 AUG qui seront désormais pour 21 hectares en zone agricole, reversés en zone agricole, et 83 hectares reversés en zone naturelle. Donc, les documents graphiques du plan local d'urbanisme seront modifiés, ainsi que les documents réglementaires seront modifiés pour supprimer toutes les règles qui frappaient donc ces zones réservées au golf. Deuxièmement, l'opération de modification du plan local d'urbanisme vise à la suppression de l'emplacement réservé numéro 14. C'est une surface de terre située à Mao-Petit-Bourg qui avait pour objectif la réalisation d'un équipement de proximité au bénéfice de la ville de Petit-Bourg. Donc, notre dossier ce soir visera donc à supprimer cet emplacement réservé. Nous sommes donc appelés à adopter cette modification. Merci, Monsieur Desbords. Y a-t-il des questions, des observations? S'il n'y a pas de questions, pas d'observations, donc je mets au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Point suivant,
prise de participation de la CEMAG au capital d'une société par action simplifiée, déploiement de la fibre optique. Le collègue Rouillard pour nous présenter donc ce dossier, c'est notre représentant au CEMAG. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, moi j'entends. Oui, ça va, on t'entend. Oui, tu peux ça y va. aller. Vas-y, Gilbert. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Donc, cette note concerne la prise de participation de la CEMAG au capital d'une société par action simplifiée, notamment dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Par courrier en date du 11 février 2021, la CEMAG sollicitait la commune de Petit-Bourg en sa qualité d'actionnaire, membre du conseil d'administration, afin qu'elle puisse statuer sur la prise de participation de la CEMAG à la société par action simplifiée Guadeloupe Digital. Il a ainsi rappelé que la région Guadeloupe a lancé en 2018 une consultation portant une délégation de services publics relative au financement, à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau de communication électronique THD de la région Guadeloupe. Cette consultation avait pour objectif de couvrir le territoire résiduel par un réseau câblé. Les territoires concernés sont les suivants. Alors, Bourg-Grande-Terre-Nord, Anse-Bertrand, Pont-Louis, Petit Canal, Riviera du Levant, La Désirade, Saint-François, Sainte-Anne, Sud-Caraïbes, Baïf, Bouillante, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Vieux Habitants, Nord-Basse-Terre, Déhay, Pointe-Noire, et communauté des communes de Marie-Galante, Capesterre de Marie-Galante, Grand-Bourg et Saint-Louis. Accompagné de l'acteur local en matière de fibre optique, Dauphin Télécom, la CEMAG a fait acte de candidature avec un des leaders du marché, SFR. La candidature de ce groupement ainsi constitué a été retenue après plusieurs séances d'audition. La participation de la CEMAG à la DSP régionale sur le déploiement de la fibre optique se limitera à des missions d'assistant à maîtrise d'ouvrage portant sur la connaissance du territoire en mutation, rénovation et celle du parc des bailleurs sociaux. Mais l'intérêt va bien au-delà des AMO, de l'assistance à maîtrise d'œuvre. L'objectif de la CEMAG est de pouvoir bénéficier d'une offre spécifique, qu'elle soit proposée à des clients locataires de façon à mieux qualifier son patrimoine et son activité. Pour ce faire, l'entreprise doit prendre des parts dans la société de projet dont le capital sera porté à 3 millions d'euros. En application des dispositions de l'article L. 15.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale doit faire préalablement l'objet d'un accord auprès des collectivités locales disposant d'un siège au conseil d'administration de la CEMAG. Ce projet de prise de participation, lequel est soumis à votre approbation, a été approuvé par le conseil d'administration de la CEMAG par délibération en date du 13 décembre 2019. Donc, il est donc demandé d'autoriser la prise de participation de la CEMAG à la SAS Guadeloupe Digital, société de projet de la DSP régionale relative au financement, à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau de communication électronique THD de la région Guadeloupe pour un pourcentage de 1% représentant 30 000 euros. Suivant cet exposé, Monsieur le maire propose au conseil municipal, article 1, d'approuver la participation de la CEMAG à la SAS Guadeloupe Digital, société de projet de la DSP régionale, relative à la financement, à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau de communication THD de la région Guadeloupe pour un pourcentage de 1% représentant 30 000 euros. D'autoriser, article 2, monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures à l'exécution de la présente décision et notamment à la notifier à la CEMAG. Article 3, le maire ou son représentant, d'autoriser le maire ou son représentant
à signer toutes les pièces administratives, techniques ou financières nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Merci, M. Rouillard. Donc, ce rapport est mis en discussion. Il est mis aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Le point suivant, c'est prise de participation de la CEMAG au capital. Monsieur Rouillard, encore. Oui, donc c'est toujours concernant la CEMAG. Cette fois-ci, c'est pour la promotion. Alors, par courrier du 21 février 2021, la CEMAG indique poursuivre son développement dans la promotion. La CEMAG indique poursuivre son développement dans la promotion immobilière, tant en direction du monde entrepreneurial que des particuliers, accession à la propriété. Afin d'isoler le risque et de bien mesurer la performance économique de cette activité porteuse de résultats, il est proposé de créer une filiale de type SAU, Société par action. Cette filiale pourra également offrir des prestations de services, conseils, conduite d'opérations à destination de la CEMAG et des autres acteurs publics et privés. À sa constitution, la SAS serait capitalisée à hauteur de 800 000 €. En application des dispositions de l'article L. 1724-5 du Code général des collectivités territoriales, toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale doit faire préalablement l'objet d'un accord auprès des collectivités locales disposant d'un siège au conseil d'administration de la CEMAG. Le projet de prise de participation a été approuvé par le conseil d'administration de la CEMAG par délibération du 13 décembre 2019. Il est donc demandé d'autoriser le projet de prise de participation de la CEMAG dans une SAS promotion à créer en vue d'offrir des prestations de services, conseils, conduite d'opérations à destination de la CEMAG et des autres acteurs publics et privés, au capital de laquelle la CEMAG participerait à 800 000 €. Suivant cet exposé, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la prise de participation de la CEMAG, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette présente décision, et notamment à la notifier à la CEMAG, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives, techniques ou financières nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Merci, Monsieur Rouillard, pour ce deuxième rapport. Donc, pas d'observation, pas de questions. Donc, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Le dernier point de l'ordre du jour, habilitation du maire à recevoir et authentifier les actes en la forme administrative et signature des actes en la forme administrative, désignation d'un adjoint. Donc, vous savez, il y a un certain nombre d'actes, tels que lorsqu'il y a la vente d'un terrain. À ce moment-là, le maire est en situation, donc il fonctionne comme s'il était le notaire. Donc, par conséquent, il ne peut pas signer en tant que notaire et en tant que maire. Il faut qu'il puisse y avoir un adjoint qui signe en tant que maire et lui signe en tant que notaire, enfin, pour simplifier les choses. Vous avez reçu le rapport et c'est pour cela que je propose que pour ces signatures, que ce soit le premier adjoint qui signe, M. Dezac. Donc, je mets à votre approbation. A-t-il des observations? Pas d'observation. Donc, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Donc, dorénavant, M. Dezac, M. le premier adjoint, on a tout un ensemble d'actes à signer pour que les propriétaires puissent, comment dire, récupérer leur titre de propriété. Merci. Merci, chers collègues. L'ordre du jour est épuisé. Donc, c'était une première en visio, mais je pense que très rapidement, on va devoir se familiariser puisque j'ai cru comprendre que les mesures sanitaires et autres ont été prolongées pour une quinzaine de jours. Et très rapidement, il va falloir qu'on puisse voter notre budget. Donc, nous aurons l'occasion encore d'y revenir
Et là, ce soir, c'était comme si c'était un rodage, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que tout le monde, vous avez pu participer, que vous soyez sur le territoire de Petit-Bourg ou sur le territoire de la Guadeloupe. Dès lors qu'on était sur terre, on pouvait participer, n'est-ce pas? Donc, à très bientôt. Bonne fin. Et puis, je vais lever la séance. Et puis, comme c'est couvre-feu, donc vous êtes chez vous, donc restez déjà chez vous. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.